Premièrement, bien, merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, l'idée de la présentation, c'est vraiment de faire un survol de l'impact que ça va avoir sur l'industrie. La première question que je vous poserai, c'est qui ici dans la pièce a déjà fait de la réalité virtuelle? En fait, pardon, qui n'en a jamais fait? Levez la main ceux qui n'en ont jamais fait. OK, donc pour ceux qui n'ont jamais essayé la réalité virtuelle, j'ai beau faire une présentation sur vous expliquer comment c'est immersif et tout ça, je pense qu'il faut vraiment le vivre. Essayer de vous expliquer comment c'est beau et bon, c'est comme vous expliquer une couleur que vous n'avez jamais vue, c'est assez difficile à imaginer. Donc, prenez le temps d'aller visiter les différentes démonstrations. Mais je pense que pour ceux qui ont testé la réalité virtuelle, vous comprenez très bien l'impact que ça a sur l'individu, l'expérience, l'immersion. On va faire un petit cours 101 de réalité. Là. Il y a deux sortes de réalité en ce moment. Il y a celle qui est augmentée et celle qui est réalité virtuelle. Il y a des avantages et des inconvénients à chacun. La réalité augmentée, c'est vraiment, on reste dans le contexte du réel. Donc, on est dans la pièce, on va rajouter des objets. VR Lana en arrière est un excellent exemple de réalité augmentée qui est quand même bien réalisé, où on rajoute des objets. Snapchat, les fils Snapchat utilisent énormément ça. Pokémon Go aussi exploite beaucoup ça. Je pense que c'est une technologie qui a beaucoup de potentiel dans le futur, peut-être même plus que la réalité augmentée en termes d'un impact sur l'industrie, parce qu'on peut toujours utiliser nos mains, travailler. Donc, pour l'industrie, pour les opérations, ça va avoir un énorme impact. La réalité virtuelle, par contre, elle, est très immersive. Donc, on se déconnecte du réel pour aller vraiment dans le virtuel. Ça, c'est un exemple d'une démonstration que j'avais faite avec la réalité virtuelle. La personne a vraiment déconnecté, s'est même cogné la tête sur la chaise. C'est difficile à voir, là, mais bref, on est vraiment téléporté dans un autre univers et ça vient avec certains inconvénients. Évidemment, il y a aussi des solutions hybrides qui est la combinaison des deux. VR Lana est un excellent exemple aussi où, en tout cas, faites la démo de transition entre les deux mondes, ça va être assez bluffant. Au niveau des unités vendues, c'est sûr qu'on est au tout début de cette industrie-là, de cette technologie-là. Il y a pas encore, c'est pas encore comme la télévision, parce que tout le monde en a une chez eux. On a des différents chiffres de vente pour 2016. Gardez en tête que 2016, c'est vraiment l'année un peu charnière par rapport à ces technologies-là. Donc, c'est pour ça que les chiffres ne sont pas très élevés si ça vient de débuter vraiment. Là. On a le Gear VR, qui est un appareil mobile qu'on insère dans une espèce de casque en plastique, environ 2,3 millions d'unités. On a le PlayStation qui vient de lancer son addition sur le PlayStation 4, qui est fortement, je pense qu'on a dépassé les chiffres qu'il avait prévus initialement en vente, donc un gros intérêt. Le Vive, qui est, je pense, une expérience très, très haut de gamme au PC qui nous permet de nous déplacer dans l'espace, utiliser ses mains pour interagir avec les objets. L'Oculus, qui a été un des premiers fundés par Facebook, en tout cas, a été acheté par Facebook, tire un petit peu de l'arrière. Et finalement, le Daydream qui est sorti cette année, puis je mets une petite emphase sur Daydream qui est supporté par Google. Donc, Daydream, c'est un standard qui essaie de mettre tous les mobiles vont avoir la capacité de faire du VR avec une télécommande pour interagir. Et aussi, Google a le projet Tango qui permet au téléphone de savoir exactement il est où dans l'espace. Donc, ultimement, ça va nous permettre de se déplacer dans l'espace, même si c'est un appareil mobile sans aucun fil. C'est à surveiller, puis ça devrait venir 2017, printemps 2017. Mais tout ça est dépassé par rapport au nombre de cardboard. Donc, le cardboard, c'est un casque de réalité virtuelle, mais qui coûte environ 2 $ en matériaux. Et il y en a estimé environ 88 millions sur le marché en ce moment. Donc, énormément de gens ont probablement interagi. Je serais vraiment curieux. Probablement que la première expérience VR que vous avez faite, c'est avec un truc comme ça, parce que c'est tellement rendu accessible qu'on en voit partout. Il y a même McDonald's qui a sorti dans son joyeux festin un casque VR. Donc, c'est pour vous donner un exemple. Donc, c'est sûr que l'expérience est moins immersive que les autres technologies, mais c'est à surveiller. Alors, le gros avantage de la réalité virtuelle, puis je pense qu'il faut vraiment garder en tête, c'est l'immersion. Et je pense qu'il faut vraiment que les contenus exploitent au maximum l'immersion. Donc, on voit ici un jeu d'horreur, on voit que c'est assez efficace. La personne, je pense que j'ai coupé le clip trop tôt, mais elle enlève le casque et est vraiment effrayée. La deuxième chose, c'est aussi que c'est beaucoup plus naturel comme interface. Quand on est dans le monde virtuel, on peut interagir. Des gens qui ont très peu d'habilités, mettons, informatiques, vont mettre un casque, ils vont quand même tout de suite se sentir à l'aise à interagir. Donc, je pense que pour la création, ça va avoir un impact dans le futur pour créer des contenus ou interagir avec des différents plans ou des trucs comme ça.
Donc, on va regarder maintenant les différents verticaux. Je ne peux pas tous les faire en 10 minutes, c'est un gros défi, mais en gros, le marché du divertissement va avoir la plus grosse part du lion par rapport à ça. Évidemment, les jeux vidéo, je pense qu'on voit tout de suite que c'est un naturel. Il y a Ubisoft à Montréal qui vient de sortir le Star Trek Experience. On est le Capitaine Clerk. On a fait aussi belle des expériences avec le Canadien de Montréal. Il y a Netflix qui a aussi pourquoi écouter sur sa télé 24 pouces quand on peut avoir une télé à 1 million de pouces sur son chalet à Whistler. Donc, c'est le genre d'expérience que le VR peut faire. Selon Golden Sachs, qui, soit dit en passant, souvent va avoir des chiffres, là, mais tous les chiffres que je vais vous donner donnent ça. Ils disent que 9 seulement va être des parts de marché va être le vidéo. Mais je pense que dans le 43 il y a un certain type de vidéos qui sont peut-être plus naturelles au VR. En tout cas, il va avoir un plus gros impact. Je vous laisse deviner lequel sorte de vidéo. Mais donc, je pense qu'il y a un gros marché par rapport à ce type de technologie-là. Ensuite, l'éducation. Je pense que avoir un impact sur ceux qui apprennent ou même une formation professionnelle. Par exemple, on a un exemple ici où quelqu'un change une fuse, un disjoncteur sur un transformateur de 550 kV. C'est plate de se tromper dans la vraie vie, tandis qu'avec ça, on peut vraiment revivre l'émotion de changer des composantes avec des dangers de sécurité assez élevés. On peut aussi visualiser en 3D des pièces ou un cadre là-dessus. Et je vais aller rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On a Google aussi qui a distribué des kits d'exploration de réalité virtuelle pour les classes. Donc, c'est des cardboards. L'enseignant a une espèce d'iPad ou plutôt une tablette Android où il choisit de montrer différentes expériences et les jeunes peuvent voyager. Donc, au lieu d'avoir un bus jaune qui amène tout le monde, qui coûte un certain prix, on peut voyager un peu partout dans le monde avec ce genre de technologie-là. Donc, l'éducation, information, gros marché. Ensuite, on a architecture, ingénierie, construction, même real estate. C'est tous des secteurs qui vont avoir un gros impact. Par exemple, on peut designer un magasin comme un Target, je pense que c'est l'exemple ici, de mettre les allées, tester nos allées, comment notre marchandise va être démontrée avant même d'avoir installé physiquement l'endroit. Donc, ça permet d'économiser des coûts. On fait un plan, on va aller visualiser dans l'espace. Le volume, ce n'est pas toujours facile à voir dans un PowerPoint, l'impression 3D, tandis qu'en VR, c'est beaucoup plus facile. On a même plus localement Rona qui a commencé à faire des trainings sur comment installer son GIPS en réalité virtuelle. Et Sotheby's qui nous permet de visiter des maisons virtuellement sans avoir à se déplacer. Et Google Maps aussi. Un des gros impacts, c'est le vente et marketing. Ils ont été les premiers à embarquer dans la vague VR pour avoir des stunts, comme on appelle, là, des espèces d'impact. On a des exemples à pelleter. Je ne vais pas tous les nommer. J'avais parlé tantôt de McDonald's. Il y a Mirel qui avait même fait un trek virtuel où on mélange la réalité, donc le truc qui bouge, des roches qui tombent. On a, Bell avec le Canadien de Montréal et Volvo qu'on pouvait essayer le véhicule de façon virtuelle sans même avoir à se déplacer pour essayer le véhicule. Donc, c'est tous des impacts marketing. L'idée, c'est vraiment il y a une espèce de guerre qui est intéressante là-dedans, à savoir quel est le plus impact. Tous ceux qui ont déjà essayé le VR, il faut maintenant lever un petit peu la coche pour pouvoir impressionner les gens qui ont déjà fait du VR. Donc, le contenu devient de plus en plus important. Au niveau culture et médias, je ne peux pas être au Centre Phi sans parler. On a déjà ici une exposition sur la réalité virtuelle. Même au tout début, en 2014, on a fait une expérience avec le Musée de la civilisation. On a fait une exposition virtuelle où les gens pouvaient visiter virtuellement le musée. Les médias, le New York Times a fait des entrevues en Syrie où on est vraiment dans le contexte de la guerre. C'est vraiment plus immersif de voir l'ampleur du drame qui se passe là-bas. On a Bibliothèque la nuit, je ne sais pas si vous avez vu le truc de Robert Lepage, c'est très intéressant. Et je pense que ça peut amener des nouvelles sources de revenus pour ceux qui font des pièces de théâtre, de pouvoir revivre, mettons, une pièce qui a été jouée dans une expérience virtuelle où on est dans la scène, des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui s'en viennent. Et même, on a le Quill, donc c'est la création artistique pourrait se faire en réalité virtuelle. Urbania aussi a fait des contenus VR. J'ai trop d'exemples. Au niveau ceux qui ont des jobs en assurance, c'est du 9 à 5 dans un bureau, ne soyez pas en reste. C'est possible d'avoir 22 écrans maintenant virtuels. On peut faire aussi des activités d'équipe. Donc, il y a un jeu qui s'appelle Keep Talking and Nobody Explode, où ça prend vraiment un travail d'équipe entre la personne qui a le casque et celui qui a les instructions pour désamorcer la bombe. On a aussi la vidéoconférence, c'est tellement 2016, non? Les vidéoconférences en 3D où on peut interagir avec des objets, c'est quelque chose qui est maintenant réaliste avec des casques de réalité virtuelle, ou simplement changer l'environnement de travail dans une belle bibliothèque.
Finalement, il y a énormément de domaines que je pourrais en parler. D'ailleurs, j'aimerais ça parler plus de la santé, mais Frédéric va en parler un peu plus par la suite. Évidemment, sécurité militaire, tout ce qui est contrôle de drones et trucs comme ça, il y a du potentiel. Et le tourisme, donc il y a Google Maps qui est en VR, qui est extrêmement bluffant. Il y a Marriott aussi qui a fait vivre des expériences, donc aller à la plage et pouvoir se téléporter dans différents endroits. Donc, en gros, c'est un marché de 35 milliards de dollars US estimé en 2025. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, puis je vous invite à penser dans votre secteur, dans votre domaine, en quoi le VR va changer, en quoi ça peut être une technologie qui va vous influencer ou changer votre modèle d'affaires ou peut-être même amener des avantages compétitifs. Et finalement, si vous voulez en discuter, parce que je n'ai pas pu couvrir tous les domaines, venez voir après la présentation. Ça me fait plaisir d'en discuter avec vous, des technologies, tout ça. Voilà.